Dernière session de cette journée, cet après-midi, que nous avons intitulée session ouverture à la société, avec donc deux présentations. La première présentation sera faite à deux voix, je crois bien, c'est ça? 4 voix? Ouh là là, c'était pas prévu dans le programme ça. Il ne faudra pas prendre de retard non plus quand même, hein. En particulier, alors je vais citer ceux qui sont mentionnés sur le programme, à savoir Emeline Illy et Mathieu Baudrin, tous les deux de l'ANSES, de la DICES. C'est la direction Société Économie de l'ANSES, et qui vont nous présenter un bilan à mi-parcours d'une enquête sur les contextes réglementaires et institutionnel autour du lien agriculture-santé des pollinisateurs, travail qui a été fait avec la participation d'étudiants de AgroParisTech. Voilà, donc je vous laisserai vous présenter pour ceux que je n'ai pas cités. Désolé, ils ne sont pas sur le programme. Bah, c'est indiqué. Merci. Merci. Donc oui, les protagonistes sont annoncés par ordre d'apparition. Donc je suis Emeline Illy de la DICES. Et effectivement, donc on insiste juste sur le fait qu'aujourd'hui, on vous présente des résultats préliminaires à mi-parcours d'un projet qui a été commandité par l'ANSES, coordonné par Mathieu Baudrin et moi-même, sur la définition du contexte institutionnel et réglementaire autour du lien agriculture et santé des pollinisateurs, là aussi, pas seulement les abeilles, et donc a été délégué à des élèves fonctionnaires du corps des eaux et forêts, et en particulier Anna et Éléonore, qui en sont les dignes représentantes. Alors, comment on passe le truc? J'appuie sur la flèche verte. Ah, voilà. Donc moi, je vais simplement vous présenter l'origine du projet et les grandes questions qu'on se pose. Donc en fait, ce projet de description du contexte réglementaire et institutionnel, en fait, il se place dans une dynamique de déploiement des expertises en sciences humaines et sociales à l'agence et en évaluation économique, qui ont choisi de se porter dans un premier temps sur le sujet de la santé des pollinisateurs pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, ça représente un domaine de recherche et d'expertise qui est historique à l'agence, hein, à la fois dans le domaine de recherche et des collectifs d'experts. Et qu'on a aussi identifié des besoins d'appui à la décision. Donc là, c'est notre domaine d'expertise à nous en sciences humaines et sociales, en particulier qui vise à interroger justement la manière dont on peut appuyer la décideur dans la gestion du risque qui émanerait des filières agricoles, pour être très synthétique. Et donc voilà, ça répond à la fois à des réflexions qui sont à l'œuvre à l'EFSA et puis aussi qui s'inscrivent dans le plan national pollinisateur. Donc, voilà, et en particulier un projet d'autosaisine en construction. Ce projet d'autosaisine, justement, on a pris le temps de le designer et ce qui était important pour nous au sein de la direction, c'était de savoir dans quel environnement on allait pouvoir s'insérer pour justement à la fois appuyer le décideur de manière utile. Hein, donc, quels sont les outils réglementaires qui existent aujourd'hui pour nous dire voilà, quel est le lien entre l'agriculture et la santé des pollinisateurs, quels sont les besoins du décideur en termes d'appui à la décision publique, et puis aussi au nom de quels arguments on va justement étudier ce lien et réguler ce lien entre agriculture et santé des pollinisateurs. Donc voilà, et écouter un peu la position de chacun, que ce soit le décideur, les institutions publiques de manière plus générale et la société civile organisée de façon plus large. Donc voilà, comme on a peu de temps, je passe la parole à Mathieu, qui va vous présenter les axes du projet. Merci Emeline. Donc Mathieu Baudrin, donc moi je suis sociologue dans la direction Sciences sociales, économie et société, à laquelle appartient aussi Emeline, qui est donc nouvellement formée à l'ANSES, enfin nouvellement depuis 1 an et des poussières. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que là on vous fait un bilan à mi-parcours d'un projet qui est mené par 4 étudiants, donc nous avons 2 représentantes ici. Donc c'est très provisoire, hein, mais on vous présente en fait le plan du projet et les questions qu'on se pose, et puis les étudiantes donc vous présenteront les premières pistes en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour donner une idée de la teneur. On n'est pas sur des résultats comme ce qui a été présenté précédemment.
Donc le premier axe, en fait, ça vise à avoir un état des lieux du contexte et du cadre en fait, réglementaire et de l'environnement institutionnel autour de la protection des abeilles donc, et des pollinisateurs des cultures en France et dans l'Union européenne. Donc c'est très large, hein, et donc c'est un travail assez conséquent qu'on leur demande. Donc c'est instruments réglementaires et para-réglementaires donc, qui servent à la protection de la santé des abeilles. Les arguments qui justifient le besoin de protection des abeilles et comment ça peut se traduire justement dans des notions comme celle du service écosystémique de pollinisation. Puis après, quels sont les acteurs institutionnels qui se saisissent et mobilisent ce cadre réglementaire en faveur de la protection de la santé des abeilles. Donc ça, c'est l'axe 1. L'axe 2, nous là-dedans, ce qu'on veut savoir pour bien positionner l'autosaisine, c'est comment on peut positionner, comment l'ANSES se positionne dans ce contexte assez complexe. Donc il s'agit d'expliciter la façon dont notre agence, donc l'ANSES, participe à la construction et mobilise aussi ce cadre réglementaire et institutionnel. Deuxième axe. Et enfin, le dernier, donc là c'est plutôt un recensement et une enquête en fait par entretien essentiellement des acteurs de la société civile organisée, donc qui sont des syndicats apicoles, mais aussi des associations comme Pollinis, qui sont présents sur cette thématique et quel est leur positionnement justement sur ces outils réglementaires, le service écosystémique des abeilles, que ce soit au niveau européen ou au niveau français. Et donc là, je vais laisser la parole donc, à Anna. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc déjà, merci beaucoup à l'ANSES de nous permettre de présenter ces premiers... plus cette méthodologie et quelques grandes conclusions qu'on a pu tirer. C'est une étude qui s'échelonne de septembre à février prochain, donc on est vraiment en plein milieu, donc ne soyez pas trop frustrés, les résultats viendront plus tard. Et donc aujourd'hui, Éléonore et moi, on va vous présenter notre méthodologie donc, qui se résume en ces 4 axes. Donc pour l'instant, on en est entre l'axe 2 et 3, donc on est vraiment pour l'instant en train de construire notre plan et les différentes conclusions qu'on a envie ensuite d'approfondir. Mais donc là, on a déjà fait l'analyse des textes réglementaires, non réglementaires, ainsi que la plupart des entretiens. Donc pour rentrer un peu plus dans le détail, sur les textes réglementaires, on s'est basé sur les bases Légifrance et Eurlex pour les textes français et européens, avec les différents mots-clés qui nous concernent, et on en a extrait un peu plus de 500 textes. Donc beaucoup sont des mises à jour d'anciens textes, mais on s'est rendu compte que principalement ça concerne les produits phytosanitaires. Et d'ailleurs, ensuite, nos entretiens se sont beaucoup orientés sur ce sujet-là, donc nous, on a essayé d'élargir au maximum les thématiques. Donc de ça, ensuite, on s'est basé sur le cadre d'action nationale qui est pas forcément que du réglementaire, pardon. Donc notamment le plan pollinisateur, mais aussi le plan apiculture, le plan stratégique national, donc la déclinaison française de la PAC, ainsi que par exemple le plan éco-phyto. Et on a voulu, pour être le plus exhaustif possible, regarder également leur déclinaison régionale, donc que ce soit les déclinaisons des plans comme le plan pollinisateur, mais également les chartes, par exemple, des parcs naturels régionaux ou des parcs nationaux. Et donc de tout ce cadre-là et de ces textes-là, on en a déduit différentes catégories d'actions que je vais vous présenter juste après. Juste, je précise que dans tout ça, on a aussi, en plus d'avoir été accompagné par l'ANSES, été accompagné par un encadrant académique qui s'appelle Philippe Billet, qui est professeur agrégé de droit public à l'université Jean Moulin, et donc qui nous a vraiment aidé à aller chercher ces différents textes, à les analyser et à s'assurer qu'il n'y avait pas forcément trop de redondance et vraiment à cibler les textes qui nous intéressaient. Et donc voilà, on a sorti ces grands leviers d'action dans le cadre institutionnel de protection de la santé des pollinisateurs qui nous permettent, nous, d'éviter de rentrer dans les sillons de chacun de ces leviers-là, mais bien de toujours regarder d'une manière globale l'ensemble des stratégies qui peuvent être employées par les différents acteurs pour cadrer ensuite au mieux nos entretiens. Donc je vais laisser Éléonore présenter cette phase d'entretien. Bonjour. Donc comme Anna l'a dit, en fait, on avait 2 sources de données. Donc on avait d'abord effectivement ces textes réglementaires et ensuite on avait une partie d'entretien. Donc le but c'était de pouvoir avoir une représentation des différents acteurs institutionnels qui participaient donc à la protection des pollinisateurs. Et donc on voulait avoir également la profession agricole, la profession apicole et également quelques positionnements de la société civile.
Un point un petit peu délicat au début, ça a été d'éviter la surreprésentation, puisqu'au début, on avait beaucoup d'acteurs qui étaient tournés autour des produits phytosanitaires. Et ensuite, il y a eu tout un travail de diversification des sujets évoqués, donc au niveau du choix des acteurs, mais aussi au niveau de la conduite des entretiens. Et donc, finalement, on a conduit 22 entretiens, dont 3 au sein de l'ANSES, donc au pôle recherche et référence, il me semble que c'est, et au pôle... j'ai oublié, pardon. Oui, au niveau de la direction produits réglementés, pardon. Et donc voilà, et donc l'objectif de ces entretiens, c'est d'avoir un peu le positionnement et l'argumentaire des différents acteurs, la manière dont ils agissaient, mais aussi de voir en fait les interactions entre tous ces acteurs et comment est-ce que ça a finalement créé le cadre institutionnel autour des pollinisateurs. Donc voilà, au fur et à mesure de ces entretiens, donc on a pu construire un peu un espèce de schéma qui résumait les différents acteurs. Donc ce que vous avez au centre en bas, c'est un petit peu finalement les acteurs qui construisent la réglementation, avec notamment les ministères qu'on a pu interroger. Ensuite, vous avez dans le cadre bleu au-dessus les acteurs qui sont influencés directement par ces réglementations ou le volet non réglementaire, avec donc la profession agricole, la profession sylvicole, les aménageurs, les connectivités, et également donc les chambres d'agriculture et les syndicats agricoles, pardon. Et après, en parallèle, on a bien sûr la société civile et les citoyens, et d'autre part, le pôle vraiment recherche sur les pollinisateurs. Et bien sûr, la profession apicole qui est un peu présente partout dans ce monde institutionnel, forcément autour des pollinisateurs. Et donc, de toute cette matière qu'on a pu collecter par les entretiens et par les analyses bibliographiques, on va décliner ces 2 secondes parties qui vont en fait être les parties normalement de notre plan, avec donc la partie un peu historique, perspective de comment on en est arrivé à cet environnement institutionnel et réglementaire. Et ensuite, pour essayer de sortir de ce plan pollinisateur qui fait en fait déjà un petit peu cette perspective et cette mise en cohérence de toutes les actions qui peuvent influencer de près ou de loin la santé des pollinisateurs, on a essayé, nous, de prendre du recul sur tout ça pour mettre en évidence les grandes interrogations, les grands points saillants qui sortent des entretiens, que ce soit parfois des points qui vont bloquer ou alors qui vont justement être des leviers sur lesquels de plus en plus d'acteurs se mettent d'accord pour agir ensemble. Et donc ça, c'est en cours de construction et on pourra vous présenter les résultats, j'espère, à une autre occasion. Mais donc pour l'instant, les grandes conclusions qu'on peut vous tirer, ce sont les 5 suivantes. Oui. Donc voilà nos premiers résultats préliminaires. Donc on va en fait approfondir chacun de ces sujets pour voir finalement ce qu'en pensent les différents acteurs. Donc le premier point qu'on a remarqué tout de suite, c'est quand même que le sujet des pollinisateurs, il est vraiment transversal. Donc il y a beaucoup d'acteurs qui agissent sur beaucoup de leviers aussi, que ce soit l'aménagement du linéaire, urbain, agricole, la réglementation sur les phytosanitaires, toutes les problématiques de santé des abeilles, etc. Et donc c'est aussi un cadre qui a du mal à trouver sa gouvernance et différents acteurs qui ont parfois du mal à se positionner les uns par rapport aux autres. Ça rejoint un peu le troisième point, je reviendrai après sur le deuxième, c'est qu'il y a vraiment dans le cadre institutionnel autour des abeilles et des pollinisateurs en général, il y a une opposition entre d'une part une approche vraiment sur les phytopharmaceutiques avec pour le coup une interdiction qui est réglementaire et d'autre part une approche qui est un peu plus tout azimut où là il y a beaucoup de leviers non réglementaires au sein notamment par exemple du plan pollinisateur qui sont plus basés sur des échanges et des co-constructions entre les acteurs mais qui sont non réglementés. Et donc ça, c'est arrivé un peu après l'approche des phytopharmaceutiques. Le deuxième point, c'est qu'il y a une vision assez utilitariste de la part de tous les acteurs. Donc ce service de pollinisation qui est nécessaire aux agriculteurs, mais aussi aux apiculteurs, notamment, tous les acteurs utilisent un peu ce langage de la vision utilitariste pour discuter tous ensemble et pour avoir donc presque une mesure commune de la protection des pollinisateurs. Et ensuite, donc pour finir, il y a une inertie globale des mesures qui rejoint en fait tous les points précédents, mais qui est liée au fait que, et qui est remontée évidemment par les différents acteurs interrogés, que le plan pollinisateur, par exemple, qui est sorti il y a déjà 2 ans, a un peu du mal à se mettre en place, à être suivi et à aujourd'hui pouvoir permettre d'observer certains résultats, mais également au fait que on touche à tous les pollinisateurs et que même si l'abeille est un sujet d'intérêt depuis très longtemps avec les notions d'abeilles sentinelles, etc., c'est difficile aujourd'hui d'intégrer toutes les compétitions qui peuvent exister entre espèces avec les pollinisateurs
pollinisateurs sauvages, et que globalement, il y a un peu une conclusion globale autour de cette inertie-là. Et ensuite, pour finir, un rôle de l'État et des citoyens et citoyennes qui est parfois remis en question du fait d'un problème peut-être de gouvernance, mais aussi de où est-ce qu'on doit vraiment mettre de la réglementation, quels sont les leviers sur lesquels il faut vraiment s'appuyer et grâce à qui. Et donc, le service de pollinisation et les pollinisateurs en général sont intégrés dans une masse globale qui est la biodiversité et qui a parfois du mal à s'intégrer dans du concret et donc à vraiment savoir qui doit le prendre en charge et pour améliorer cette santé des pollinisateurs. Merci beaucoup. Voilà, on a terminé. Hein. Oui. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Alors, il n'y a qu'un seul siège, je suis vraiment désolé. Je pense voilà. On reste debout. On a du temps pour quelques questions. Il a levé la main le premier, je crois, Monsieur Michez. Merci pour cette présentation. Il y a plein de sujets de réflexion à partir de ça, bien sûr, hein, mais dans les points que vous mentionnez sur le côté flou, donc je me demande si on ne peut pas revenir encore une fois à cette question de l'apidocentrisme avec d'une part une espèce qui a un cheptel, qui est très liée au secteur agricole et donc aussi au ministère de l'Agriculture, et puis d'autre part la biodiversité et la conservation de la nature qui est liée au ministère de l'Environnement, avec des législations qui s'opposent parfois l'une avec l'autre. Ça, c'est mon premier point. Et puis sur le deuxième point qui est lié à ça, et là c'est le scientifique qui parle, c'est en termes de métrique et finalement d'évaluation de la performance des actions mises en place. On a évidemment des métriques pour l'abeille mellifère avec la mortalité, le suivi des ruches, etc. Mais on a très très peu de métriques sur la biodiversité. Donc c'est un des aspects qui va être, j'espère, développé à partir de la loi de la restauration de la nature qui a été votée il y a quelques semaines et qui est implémentée dans le plan pollinisateur européen, donc le EU POMS. Mais voilà, même si on voulait vraiment définir quels sont les effets des différentes législations sur la biodiversité, en fait, on ne sait même pas, puisque, par exemple, il n'y a pas de liste rouge d'abeilles de France, par exemple. Vous voulez répondre sur la question ? Juste peut-être un petit point. Effectivement, c'est sur le deuxième. Déjà, le premier point, merci beaucoup. Et on avait noté quand vous l'aviez mentionné ce matin après la première intervention sur l'apidocentrisme, c'est très intéressant. Et sur les métriques, ça a été un sujet qui a été soulevé notamment dans le nouveau guide méthodologique de l'EFSA et qui est vraiment remonté dans tous nos entretiens sur le fait qu'on est capable d'aujourd'hui mettre des indicateurs de mortalité, des objectifs de baisse de mortalité à atteindre pour les abeilles mellifères, mais pas pour les pollinisateurs, ce qui rend derrière la réglementation un peu moins efficace et surtout moins mesurable. Et donc, c'est en effet un sujet de discussion qui sera mentionné dans le rapport. Et peut-être aussi pour revenir plutôt sur votre premier point, c'est vrai que c'est vraiment ce qu'on a remarqué au niveau des entretiens. Donc il y a d'abord eu vraiment un focus sur les abeilles et maintenant le sujet des pollinisateurs commence à être pris en compte, mais assez lentement. On a quand même l'impression que tous les acteurs essayent maintenant de se rendre compte qu'ils ont des points communs et qu'ils travaillent ensemble. Donc notamment le plan pollinisateur français maintenant qui est fait en collaboration avec le MTE et le MASA, même si effectivement du coup le MTE était originellement plus en train de protéger les pollinisateurs pour la biodiversité et le MASA plus concentré sur les abeilles pour l'agriculture ou l'apiculture, essaye un peu de faire front commun et de dire que finalement les enjeux sont plus ou moins les mêmes, avec une compétition pour le coup entre les pollinisateurs sauvages et les abeilles qui est un peu étudiée mais un peu parfois mise de côté pour justement mettre en avant le fait que la protection des pollinisateurs est un enjeu commun partagé par tous. Philippe Lecomte a une question. Oui, de nouveau Philippe Lecomte. Je voudrais vous offrir les services du RBA, association que je préside, qui est complètement impliquée dans l'axe 6 du plan pollinisateur. Nous travaillons sur les abeilles domestiques et aussi sur les abeilles sauvages. Nous sommes à l'origine de milliers d'hectares de jachères apicoles, de l'utilisation d'espaces agricoles au profit des pollinisateurs. On a incité une prise de décision majeure au niveau du Grand Est, avec 10 000 hectares de jachères apicoles, grâce au travail qu'on a fourni.
nous sommes aussi la cheville ouvrière de l'association Symbiose pour des paysages de biodiversité, que j'ai cofondée, dont je suis vice-président. Association qui a fait venir l'ANSES il y a 4 ou 5 ans en région pour lui montrer ce que nous faisions, notamment sur les bandes de luzerne. Je suis un peu étonné que vous ne nous ayez pas contactés, parce que je pense qu'en France, nous sommes l'opérateur le plus important. Oui, merci pour l'indication. Alors, je ne sais pas, le temps est quand même assez court pour l'enquête. Je ne sais pas si vous aurez le temps peut-être de consulter encore des personnes. Mais si elles ont le temps, elles viendront vous voir avec grand plaisir, surtout si vous avez des informations d'intérêt à partager. Donc voilà, donc, en fait c'est parce qu'on a un temps très réduit aussi, et bon, c'est pas exhaustif en fait. L'enquête ne va pas voir tous les acteurs malheureusement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne pourra pas vous auditionner plus tard lors de la saisine. Allez-y, parlez pour voir. Ah, ça marche pas. C'est. Je suis journaliste, mais j'ai jamais autant de micros comme ça d'habitude devant moi en fait. Donc Yvan Logunov, je suis journaliste. Ma première question c'était, vous évoquiez une vision utilitariste. J'ai juste pas très bien compris qu'est-ce qu'il y avait derrière cette notion-là. Et ma deuxième question c'était par rapport à l'autosaisine que vous évoquiez dans la présentation. J'ai pas compris non plus si c'était pour appuyer de futures autosaisines de l'ANSES ou s'il y avait un projet d'autosaisine pollinisateur que vos travaux alimenteraient. Merci. Tu veux répondre ? Donc je réponds sous votre contrôle aussi. Pour ce qui est de la vision utilitariste, je pense que vous faisiez référence au service écosystémique de pollinisation et voilà, au fait que ça peut être aussi une figure de proue pour défendre la cause des pollinisateurs de manière générale. Donc voilà, est-ce que ça répond à votre question ? Le service, il y a un service. Voilà, il y a un service écosystémique de pollinisation qui fait que les pollinisateurs vont contribuer à une part de la production agricole et puis de sa qualité en augmentant le rendement, etc., etc. Et donc, du coup, les abeilles, elles participent en partie à la production agricole. Et c'est en ça qu'on parle d'une vision utilitariste parce qu'en fait, on met au centre une activité qui est celle de l'homme et qui est celle de la production agricole. Donc voilà, l'abeille a une utilité. Et ça peut être controversé. Et ça peut être controversé. C'est controversé. Voilà. Et pour ce qui est du projet d'autosaisine, c'est un projet qui est en cours de construction et justement on prend le temps de l'alimenter par le biais de ce type de travaux pour savoir encore une fois quels sont les besoins des acteurs et des décideurs sur le sujet et quels sont justement les arguments et les valeurs qui peuvent appuyer ce besoin de protéger la santé des pollinisateurs. Donc voilà, c'était tout le souci de voir s'il y avait la vision utilitariste et autre chose. Et du coup, l'autosaisine est à venir. L'autosaisine est en cours de construction, voilà, à venir. C'est ça. Et en fait, le travail des étudiantes en fait, participe à la construction de l'autosaisine. En fait. Ça nous permet de mieux positionner les questionnements qui vont être à l'origine de cette autosaisine de l'ANSES. Et donc, il faut prendre en compte, dès le départ, des notions controversées, comme la notion elle-même de service écosystémique, pour essayer de faire au mieux, d'utiliser au mieux ce type de notions et de concepts dans un calcul d'analyse socio-économique, pour ne pas faire de bêtises. Alors, j'ai vu passer... oui, allez-y. Vas-y. Merci. Donc, Cyril Vidot, je suis écotoxicologue à l'Institut de l'abeille. Et donc, de par mon métier, je me suis beaucoup intéressé justement à l'évolution de la réglementation liée à la protection des abeilles. Et donc, j'aurais plein de questions à vous poser. Mais bon, je vais me contenter peut-être de 3 questions. Peut-être la première, c'est partager avec vous. Est-ce que finalement, l'évaluation du risque des produits phyto n'est-il pas née avec les premières intoxications d'abeilles aux États-Unis et en France ? Est-ce que finalement, les premiers travaux en termes d'évaluation du risque et même la discipline d'écotoxicologie n'est-elle pas née avec ces problématiques-là ? La deuxième, c'est, d'après mes souvenirs, donc les premières lois venant interdire l'usage d'arsenic pendant la floraison datent de septembre 1916.
L'arrêté suivant, c'est un arrêté de 1922, donc, qui vient modifier les conditions d'emploi de l'arsenic, mais où disparaît justement les mesures de protection de l'abeille, qui, selon mes recherches, mais encore une fois, voilà, c'est pas mon métier, ne réapparaissent qu'en 1947 avec l'autorisation du Lindan et du DDT. Et donc la question pour moi à laquelle j'arrive pas à répondre, c'est qu'est-ce qui s'est passé donc entre 1922 et 1947 pour que l'abeille finalement ne soit plus protégée. Et ma dernière question, c'est est-ce que vous allez suivre dans vos travaux, donc qui dit réglementation, dit respect de la réglementation, les moyens mis en place pour justement faire respecter cette réglementation visant à protéger les pollinisateurs contre les risques d'intoxication. Alors, merci sur ces éléments d'information historique. Voilà, encore une fois, comme on est à mi-parcours, je ne sais pas si Anna et Léonore ont eu l'occasion de creuser ces aspects-là. Vous voulez répondre ? Simplement que merci beaucoup pour ces éléments, mais c'est vrai que c'est quand même très approfondi par rapport aux échanges qu'on a pu avoir. Et donc pour l'instant, les aspects réglementaires, les aspects historiques qu'on essaye de mettre en valeur, c'est vraiment comment le sujet de l'abeille a été abordé au moment, sous quel prisme. Est-ce que c'est le prisme de la production, est-ce que c'est le prisme d'éviter la mortalité ou le prisme d'améliorer les taux de reproduction. Mais on est moins sur ces dates très techniques-là. Après, vu qu'on rentre dans le cadre de la rentrer à fond dans la rédaction et la bibliographie, j'espère qu'on pourra mettre en place, détailler ces notions-là. Donc je les ai bien notées et merci beaucoup de les avoir fait émerger. Votre dernière question, c'était sur l'applicabilité des réglementations, ou l'application des réglementations ? Sur les moyens de contrôle. Les moyens de contrôle et notamment par la lecture de procès qu'il aurait pu y avoir suite à des constats d'infraction. Oui, je ne sais pas si vous allez jusque-là. Non, je pense pas. Non, pas pour le moment, elles ne vont pas aller jusque dans ce niveau de détail, quoi. Oui, ça ne fait pas partie du... Oui, vraiment, bien sûr, comme dans tous les projets, il faut faire des choix. Là, vraiment, on est dans une perspective descriptive des outils réglementaires et de l'environnement institutionnel. On parle de para-réglementaire, mais en fait, c'est les guides. Voilà. Les guidelines, quoi. Oui, alors est-ce que votre question a été motivée aussi par le fait qu'on évoque des instruments para-réglementaires ? Non, pas spécialement. Vous évoquez la réglementation, donc dans chaque décret arrêté, il y a souvent ce sont les derniers articles qui est censé faire respecter justement ces décrets, les dispositions des décrets. Et je me suis toujours interrogé sur finalement est-ce qu'il y avait eu des moyens mis en place pour justement faire ces vérifications, faire ces constats. Aujourd'hui, il existe un dispositif avec OMA qui permet de faire des investigations en cas d'intoxication. Il y a l'OFB donc qui a des droits de police environnementale qui peut aussi. Donc voilà, c'était des questions autour des acteurs de cette. Alors c'est pas de la réglementation, mais du respect de la réglementation justement. Oui, mais encore une fois, ouais. Du coup, l'angle du projet, il est pas tout à fait à ce niveau-là. Il est vraiment au niveau des arguments, des valeurs qui sont portées à la fois dans la réglementation et par les différents acteurs qui gravitent autour, pour porter la protection de la santé des abeilles et pas tant sur les moyens de gestion, les instruments qui existent. Donc effectivement, ça c'est une partie qui est néanmoins d'intérêt, mais pas couverte par le projet. Peut-être juste pour rajouter, là où on va essayer de vraiment suivre la mise en œuvre, c'est dans des plans un peu plus globaux, typiquement le plan pollinisateur. Quels sont les moyens de contrôle aujourd'hui, les indicateurs de suivi qu'on met en place. Est-ce que pour les abeilles domestiques, par rapport aux pollinisateurs, on a davantage de moyens de suivi de la mortalité, du taux de reproduction. Donc voilà, c'est plus sur ces notions très globales-là qu'on va essayer de garder le respect de la réglementation. Et évidemment, par rapport aux textes réglementaires et aux 500 textes qu'on a, on va faire des études par rapport aux textes qui sortent en ce moment et leur compatibilité par rapport à d'anciens. Mais je pense qu'on fera juste sur quelques exemples cibles. Donc j'ai noté ceux de l'emploi d'arsenic. Donc voilà, encore une fois, merci pour ces éléments. Il y a encore des questions. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Léo Mouillerlample, je suis doctorant en socio-écologie à l'ITSAP et à l'INRAE d'Avignon. Merci beaucoup pour cette présentation. Je sais pas, peut-être que c'est moi qui ai zappé quelque chose, mais quand vous avez parlé de services écosystémiques, est-ce que vous êtes concentré exclusivement sur
le service écosystémique de pollinisation, ou d'une vision plus large qui a émergé ces dernières années dans la littérature scientifique autour de l'idée que justement de dépasser cette vision utilitariste, mais qui utilise la notion de service écosystémique non plus que d'un point de vue économique, mais qui étudie aussi les valeurs qui sont présentes derrière, et notamment des valeurs de protection intrinsèque des abeilles. Donc voilà, je voulais vous demander déjà une première question. Est-ce que vous êtes intéressé à d'autres services écosystémiques que la pollinisation, qui est toujours celui qu'on cite avec les abeilles, mais ce n'est pas le seul. Et puis également, si ces notions de services écosystémiques que vous regardez, vous envisagez de les regarder aussi, non pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue de l'organisation collective, puisqu'il y a de la littérature aussi, mais c'est assez récent, hein, des articles à partir de 2018 notamment, qui évoquent les liens entre comment les services écosystémiques, en appuyant sur les interdépendances qu'il y a entre les différents acteurs et actrices des territoires, permettent de questionner la façon dont les acteurs, actrices peuvent s'organiser collectivement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est porté par des acteurs, je pense que vous avez rencontré? C'est ça la question. Enfin, peut-être juste, nous, dans nos enquêtes, juste pour préciser qu'on ne mentionne pas, enfin, en fait, c'est des entretiens semi-directifs, du coup, on ne les dirige pas vers les services écosystémiques ou la définition qu'eux-mêmes ont de la vision utilitariste, mais on fait émerger ce qu'eux en pensent, et du coup, majoritairement, c'était vraiment un service de pollinisation, ou alors un service de production de miel pour les abeilles. Donc, et ensuite, les acteurs avaient tendance à mettre ça en opposition avec la protection intrinsèque, et donc la protection intrinsèque à pas la voir comme une vision utilitariste. Mais donc après, j'imagine que c'est dans l'autosaisine que peut-être vous allez... Enfin, bref, je vous laisse... Et juste aussi, effectivement, c'était assez opposé, généralement pour les acteurs, cette vision de service de pollinisation et de valeur intrinsèque. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, même les acteurs qui, eux, croyaient plutôt en cette vision de la valeur intrinsèque des pollinisateurs, de la biodiversité, etc., nous disaient qu'en fait, ils étaient obligés et ils utilisaient en fait, finalement beaucoup plus la notion de service de pollinisation parce que c'est justement ce qui permettait un langage commun entre les acteurs et que du coup, finalement, toutes les autres visions presque s'effaçaient un peu, même quand elles existaient, parce qu'ils avaient l'impression que les autres acteurs n'allaient pas pouvoir réellement la prendre en compte. Juste pour terminer, Léonore l'a très bien résumé. En fait, la commande, elle n'avait pas de biais ou d'attention particulière vis-à-vis d'une valeur ou d'un concept. Donc, comme l'a dit aussi Anna, on n'avait pas du tout... Enfin, on voulait même éviter de suggérer la notion de service écosystémique et service de pollinisation. Et aussi parce que la perspective de l'autosaisine, c'est de rester ouvert, encore une fois, aux différentes valeurs qui pourraient motiver, encore une fois, de mettre en place des mesures de gestion. Donc voilà, j'espère que je réponds à votre question. Et puis du coup, je viendrai vous voir pour faire un point sur cette littérature, sur les interdépendances, parce que c'est particulièrement intéressant. Merci. Merci. Alors, je prends une dernière question sur le chat. Sur votre schéma, la recherche semble n'avoir pas de connexion avec le cadre juridique. Pourtant, les effets des pesticides sur les pollinisateurs sont quand même mis en avant par les recherches. Comment les résultats provenant des recherches pourraient-ils être pris en compte par les politiques ? C'est une vaste question. Oui, je pense que c'est peut-être un oubli parce qu'il y a beaucoup de chercheurs ici, on ne va pas se faire d'ennemis. Il y a une communication entre les deux mondes et certainement des impacts. Voilà, je pense que c'était pas, vous ne voulez pas nier cette existence, l'existence de ce lien. Voilà, je pense que c'est peut-être tout ce qu'on peut répondre. Mais mon directeur général délégué va répondre. J'ai eu l'occasion de le dire déjà à cette tribune, enfin pas ici, mais sur des années précédentes, il y a quand même une assez forte connexion entre la recherche et on va dire la science réglementaire sur les abeilles et les facteurs influençant la santé des abeilles. Quand on peut porter des méthodes sur les essais sur larves, par exemple, ou sur les essais de temps de retour à la ruche, c'est en particulier grâce aux recherches des équipes françaises pour le temps de retour à la ruche, en particulier les recherches qui ont été conduites à INRAE,
Alors, à la fois ces recherches, le fait que ces publications scientifiques soient prises en compte dans l'expertise. Et petit historique là-dessus, hein, la première publication d'INRAE sur le temps de retour à la ruche, elle a été expertisée par un collectif d'experts de l'agence qui a dit c'est bien, c'est intéressant, mais il faudrait le faire en plein champ avec beaucoup plus d'abeilles pour qu'on ait des choses qui soient portables statistiquement et portables en termes de réglementation derrière pour les dossiers d'AMM. Ce qui a été fait, il y a une deuxième publication. Et c'est grâce à ces travaux de haut niveau qu'on peut porter, alors ça ne veut pas dire que c'est déjà intégré dans la réglementation, parce qu'après il y a le temps du consensus, hein, qui est un peu long, qui est parfois plus long que le temps de la recherche, hein, contrairement à ce qu'on pourrait dire que les chercheurs sont lents. Mais je trouve que, notamment dans ce domaine-là, il y a un lien assez direct entre la recherche et l'expertise et la proposition de réglementation derrière, proposition de réglementation qui prend le temps que prend la construction du consensus. Et là, tout l'intérêt de l'autosaisine, donc c'est plutôt Emeline, hein, qui va être à la manœuvre, c'est d'ouvrir justement encore un petit peu plus les possibles de l'expertise avec des savoirs en socio-économie, quoi. Et donc de faire encore plus de liens, enfin ça permettra d'avoir une autre porte d'entrée, on va dire, pour les recherches, dans l'évaluation de risque, et puis dans les productions de l'ANSES, qui après se traduisent par des recommandations, etc., et que ça suit son chemin jusqu'aux politiques qui peut être après un petit peu plus long pour la mise en œuvre, quoi. Très bien, écoutez, il me reste à vous remercier tous les quatre. Je suppose que cette étude aura vocation à être publiée. Oui, très bien. On attend impatiemment la suite alors. Merci beaucoup. Merci. Et donc la dernière présentation sera faite par Léo Mouillard-Lampol, qui va nous parler du partage des ressources florales entre apiculteurs et abeilles, une étude socio-écologique dans les Cévennes. Merci. Donc Léo s'est déjà présenté un petit peu tout à l'heure. Il est doctorant à l'heure actuelle, il est en train de terminer son doctorat en partenariat avec l'INRAE et l'ITSAP. Oui, tout à fait. Merci beaucoup à toutes et tous. Merci pour l'invitation pour ces journées de la santé des abeilles. Donc moi, je suis en train de finir ma thèse. Là, j'ai ma soutenance la semaine prochaine. Donc une thèse qui a été encadrée par Axel de Courty de l'ITSAP, Michael Henry de l'INRAE d'Avignon, qui est écologue, et Cécile Barneau, qui est géographe social à l'INRAE aussi. Et donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui du partage des ressources entre les apiculteurs et les apicultrices, et puis entre les abeilles. Et donc c'est une étude que j'ai menée sur le territoire du Parc national des Cévennes. Pour vous le décrire assez brièvement, le territoire des Cévennes, il y a globalement une partie très boisée et forestière dans les vallées cévenoles, et puis des zones un peu plus montagneuses en bleu ciel là sur la carte, où vous avez le mont Lozère, l'Écosse et le mont Égual, qui sont des zones où il y a beaucoup plus d'aires de pâturage, de prairies permanentes, etc. Ce qui nous donne une diversité de paysages et aussi une diversité de ressources qui s'échelonnent tout au long de l'année pour les apiculteurs et les apicultrices du territoire. Donc vous avez la bruyère blanche et l'acacia qui permettent de développer les colonies. Et puis ensuite, le châtaignier, la bruyère cendrée et la ronce, qui sont des ressources très importantes du mois de juillet, où il y a un petit décalage, qui sont plutôt au mois de juillet. Qui vont se retrouver essentiellement dans les vallées cévenoles. Et puis le trèfle et l'escabieuse, c'est des ressources que vous trouvez en prairie un petit peu avant, dans ces vallées également. Et puis à la fin, la calune, c'est une ressource qu'on retrouve essentiellement sur le mont Lozère et le mont Égual, et qui est une ressource de fin de saison, une ressource déclinante à cause du réchauffement climatique. Sur ce territoire, il est particulièrement intéressant puisque il est le lieu d'une activité apicole qui est là depuis de nombreuses années, avec des ruchers qui sont présents en zone cœur. Il faut savoir que le territoire du Parc national des Cévennes, c'est un parc national un peu particulier puisqu'il y a dans ce parc une activité humaine à l'intérieur du territoire, donc qui amène la concertation entre les différents acteurs, entre les différentes activités humaines, être au cœur de la notion de gestion de biodiversité. Et moi, je me suis intéressé au partage des ressources entre abeilles.
Alors donc quand je parle d'abeilles, moi je parle de l'ensemble de la diversité des abeilles, hein, donc les 1000 espèces d'abeilles sauvages. Sur le territoire, il y en a à peu près 300 qui ont été recensées. Et ce qui m'intéresse, c'est que toutes ces abeilles, malgré leur diversité de modes de vie, etc., que ce soit l'abeille domestique, donc Apis mellifera, ou les abeilles sauvages, elles se nourrissent de nectar et de pollen sur les fleurs. Et ce faisant, cela peut amener à une compétition interspécifique pour les ressources entre abeilles. Une compétition qu'on dit d'exploitation, c'est-à-dire que quand les abeilles récupèrent des ressources, il y a moins de ressources disponibles pour les autres. Là, ici, vous voyez un chardon laineux sur le mont Lozère qui est butiné par une demi-douzaine d'abeilles, bourdons, halictes qui sont présentes dessus. Et actuellement, la littérature scientifique montre qu'il y a de plus en plus d'interactions négatives. Les études scientifiques montrent de plus en plus d'interactions négatives entre les abeilles domestiques apportées dans les ruchers et puis les abeilles sauvages, notamment liées à la compétition, et ce en contexte où l'abeille domestique est native, donc comme en Europe, mais aussi quand elle a été introduite aux États-Unis. Donc vous voyez qu'il y a 18 études là, récentes, dont un tiers sont faites depuis les années 2017, qui montrent un effet négatif de l'abeille domestique sur les abeilles sauvages liées à la compétition. Et alors, ce n'est pas une problématique qui est seulement une problématique entre abeilles, puisque c'est aussi une problématique humaine de partage de territoire, puisque derrière ces abeilles, il y a des acteurs et des actrices, les apiculteurs, apicultrices qui vivent directement des ruches, et puis les défenseurs des abeilles sauvages, qui, eux, reconnaissent une valeur intrinsèque à l'existence d'une biodiversité d'abeilles. Et donc, cela peut amener une problématique de partage de territoire. Mais c'est aussi une problématique qui peut être une problématique apicole, puisqu'il peut y avoir aussi de la compétition intraspécifique entre des colonies d'abeilles domestiques, et ce qui peut amener également des conflits entre apiculteurs. Mais cette problématique apicole, elle est très peu étudiée actuellement dans la littérature. Et donc, comme je disais, ça amène des interactions entre ces différents types d'acteurs et ça peut amener des conflits d'usage. Ce qui a amené un débat scientifique ces dernières années, notamment en 2018, il y a eu plusieurs publications d'opinion scientifiques qui se sont répandues autour de l'idée d'exclure les abeilles domestiques des zones naturelles. C'était une idée proposée par Gellman et González-Varro en 2018. Et d'autres ont dit que ce n'était pas une solution, c'était plutôt une solution perdante à la fois pour préserver la biodiversité d'abeilles domestiques, mais aussi une solution qui allait amener des conflits contre-productifs entre les différents acteurs sur les territoires. Et enfin, une étude de Jenny Durand en 2019 qui montrait que cette exclusion des zones naturelles pouvait augmenter la vulnérabilité des apiculteurs et des apicultrices et renforcer leur dépendance des zones agricoles. Et donc potentiellement intensifier encore plus leurs pratiques. Actuellement, il y a quelques aires protégées qui commencent à se poser des questions de mesures de gestion. Là, c'est un rapport qui a été fait, un projet tutoré qui a été fait par les étudiants de la licence GENA à Supagro Florac et qui ont montré qu'il y avait globalement 3 types de mesures, soit des interdictions complètes de ruchers comme dans les aires protégées en Suisse par exemple, en rouge là vous voyez, soit des interdictions de nouvelles installations de ruchers. C'est par exemple le cas du conservatoire du littoral, suite à une étude menée sur la Côte Bleue dont je vais vous parler un petit peu plus en détail après, et puis d'autres qui réfléchissent à l'élaboration de chartes de bonnes pratiques apicoles. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que cette problématique de compétition, en fait, elle a des implications à la fois écologiques pour la préservation des abeilles sauvages, mais aussi des implications qui sont sociales entre les différents acteurs. Et je me suis demandé si les ressources florales, qui sont donc les éléments clés de cette compétition, ce n'étaient pas des biens communs à gérer collectivement. Alors c'est pour ça que je mets la petite photo de Elinor Ostrom, qui est une politologue, qui est la première femme prix Nobel de l'économie en 2009, et qui s'est intéressée aux biens communs. Alors les biens communs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ressources qui sont soustractibles et non excluables, nous dit Elinor Ostrom. Non excluable, ça veut dire quoi ? Dont une excluabilité qui est faible, ça veut dire qu'il est difficile d'exclure un bénéficiaire. Quand vous avez un pâturage collectif, eh bien, il est difficile d'empêcher un mouton d'aller pâturer sur ce pré. Quand en revanche votre parcelle est privée, c'est facile d'empêcher un mouton d'un voisin de venir sur votre pré puisqu'il y a une barrière. Donc dans ce cas, on a une différence en excluabilité.
Et la question de la soustractabilité des biens, eh bien là, c'est plutôt la question de l'usage. Quand vous avez un usage qui ne diminue pas la ressource, par exemple quand vous êtes sous un lampadaire, le fait que vous soyez 1 ou 15, ça ne va pas réduire la quantité de lumière que vous récupérez du lampadaire. Éventuellement, vous partagez l'espace en dessous, mais pas la lumière du lampadaire. En revanche, quand vous avez une soustractabilité forte, quand par exemple vous êtes dans une zone de pêche, que vous prélevez un poisson, ce poisson n'est plus disponible à l'usage pour un autre utilisateur. Et donc, dans ce cas, dans le cas où on a des ressources qui sont à la fois à soustractabilité forte et à excluabilité faible, Elinor Ostrom les définit comme des ressources communes. Alors, pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces ressources communes? Eh bien, tout commence dans les années 60 où Garrett Hardin, ça a commencé un peu avant, mais surtout il y a un papier qui fait date, c'est Garrett Hardin qui, dans les années 60, explique que les ressources qui sont partagées et en accès libre amènent nécessairement, par la rationalité des individus, à une surexploitation des ressources. Et il explique que face à cela, il n'y a que deux solutions, soit la privatisation des ressources pour éviter qu'elles soient partagées et en accès libre, soit une gestion par l'État. Et Elinor Ostrom, elle a mené de nombreux travaux empiriques suite à cette théorie. Elle a démontré que cette théorie, elle n'était pas valide dans de nombreux cas et qu'il y avait une troisième voie qui était possible, qui était l'organisation collective. Et que ce que Garrett Hardin disait comme étant impossible, en fait, c'était en réalité possible et parfois, même souvent, plutôt plus efficace pour assurer la soutenabilité des écosystèmes. Alors, je vous l'ai dit, c'est une politologue, donc elle s'est intéressée aux règles collectives en fait, que mettent en place les acteurs et les actrices sur le territoire. Et donc, moi, je me suis intéressé dans ma thèse à me demander est-ce que les fleurs sont des biens communs? C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont non excluables et soustractibles? Pour la question de l'excluabilité, il est difficile d'exclure des abeilles, elles ne connaissent pas vraiment les frontières, donc il n'y a pas de grand débat là-dessus. En revanche, sur la question de la soustractabilité, c'est toute la question qu'amène la compétition, dont je vous parle de ces compétitions intraspécifiques et interspécifiques. Et je me suis demandé, est-ce que cette compétition, elle est perçue écologiquement et est-ce qu'elle est aussi perçue socialement? Est-ce que les acteurs et les actrices du territoire perçoivent cette compétition? L'originalité de cette thèse, c'est à la fois d'avoir cette approche par les biens communs, mais de regarder à la fois cette problématique sous l'angle écologique et sous l'angle social, et de développer un cadre de recherche-action avec l'objectif d'avoir un outil d'accompagnement concret que je vous présenterai donc en dernière partie. Donc ma thèse se découpe en 3 parties. Une étude écologique des compétitions intra- et interspécifiques, une étude de la perception des ressources florales par les apiculteurs et les apicultrices, et puis une partie plus de recherche-action donc autour d'un jeu sérieux qu'on a développé qui s'appelle Agorapi. Je vais essentiellement vous présenter les 2 parties de droite et la partie sur la perception. J'aurai malheureusement pas le temps d'en parler, mais on a pu publier ces résultats en 2023 dans la revue Ecosystem Services. Donc si vous êtes intéressé pour cette partie-là, vous avez en open access cette publication et le résultat de ces travaux. Donc je vais d'abord parler de l'étude écologique et on s'est demandé en fait est-ce qu'il y avait une compétition qu'on était en mesure de déterminer en travail sur le territoire du parc national des Cévennes. En fait, la question précise qu'on s'est posée, c'est en quelle mesure les variables apicoles vont influencer la quantité de ressources qui est prélevée par les abeilles. Donc, on est parti de l'étude de la Côte Bleue. Alors, c'est une étude qui a fait pas mal de bruit quand elle est sortie en 2018 en France. Et pas mal de bruit autour des apiculteurs, apicultrices qui étaient présents dans cette zone-là notamment. Et c'est une étude qui parlait de la distance au rucher comme métrique opérationnelle pour mesurer la compétition. En fait, Michael Henry et Guy Rodet ont mis en évidence le fait que les abeilles qui étaient présentes proches des ruchers, que ce soit les abeilles domestiques ou les abeilles sauvages, avaient à peu près 50% de volume de nectar en moins dans leur jabot quand elles étaient capturées proches des ruchers, à des distances donc inférieures à 1 km quand on parle de l'abeille domestique et inférieures à 600 mètres quand on parle des abeilles sauvages. Ce qui suggérait l'existence d'une compétition et ce qui leur a permis, eux, de développer un concept d'aire d'influence des ruchers en fonction de la distance. Ce concept dans l'idée de développer ensuite des métriques opérationnelles pour amener une conservation et une répartition des ruchers sur les territoires. Mais cette étude, qui a été faite dans une aire naturelle protégée, elle s'est focalisée sur une seule ressource, qui est le romarin, dans un paysage qui était homogène, qui était composé d'une lande de romarin. Et on s'est demandé, est-ce que déjà cette étude est réplicable sur d'autres ressources et dans un paysage aussi hétérogène que les Cévennes?
Et pour cela, on a mené une approche extensive sur différentes zones des Cévennes, donc une zone à l'interface entre les vallées cévenoles et les zones de pâturage que vous voyez tout en bas, là, autour de Bar des Cévennes, pour les gens qui connaissent. Et puis sur le mont Lozère et sur le mont Bougès, on a échantillonné 5 ressources, mais sur 2 années différentes. On s'est focalisé sur les ressources plutôt tardives, le trèfle, la scabieuse, la bruyère cendrée, la ronce et la calune. Et donc on a fait en tout 428 relevés sur le territoire avec 7500 abeilles capturées, dont à peu près 1500 abeilles sauvages. Ce qu'on a regardé, c'est le succès d'approvisionnement. Comme Michael Henry et Guy Rodet sur la Côte Bleue, on s'est intéressé au succès de quête alimentaire, à la quantité de ressources qui est prélevée par les abeilles et qui est transporté au moment où on les capture. Et donc pour ça, on a regardé à la fois le pollen. Ça, le pollen, on l'a mesuré avec un indice visuel quand on capturait les abeilles, avec un indice entre 0 et 10 sur leur charge en pollen. Pour les abeilles, pour le nectar, on a regardé ça en capturant les abeilles, en les endormant avec du CO2, et puis on les a fait régurgiter le nectar qu'elles avaient dans leur jabot. Donc pour ça, on leur a fait une petite pression sur l'abdomen, et ça les fait régurgiter. Grâce à un microcapillaire, comme vous voyez sur la photo, on est en mesure de récupérer la goutte de nectar qui est régurgitée et puis de mesurer comme ça un volume prélevé par les abeilles. Ce volume mesuré, on le divise par le volume maximum théorique que peut transporter une abeille et ça nous permet d'avoir le succès de quête alimentaire des abeilles sur le territoire. Donc, et on a regardé ces métriques en fonction de variables apicoles, de 2 variables, donc la distance au rucher le plus proche et la densité de colonies autour de notre point d'échantillonnage. On s'est demandé quel était le meilleur de ces 2 indicateurs et comment nos données étaient prédites et est-ce qu'elles étaient mieux prédites par la distance au rucher le plus proche ou la densité de colonies. L'objectif, c'était aussi d'essayer d'aller repérer des effets de seuil pour avoir des données les plus opérationnelles possibles. Un des défis et une des questions qu'on s'est posées, c'était de se demander est-ce que cette distance au rucher le plus proche va varier en fonction de la taille des ruchers. Donc pour ça, on a testé plusieurs seuils statistiquement. Un premier seuil dont on a mis à 0 colonie, donc c'est-à-dire qu'on considère l'ensemble des ruchers sur le territoire. Et là, quand on prend la distance vraiment avec le rucher le plus proche qui fasse 0, enfin pas 0 du coup, mais qui fasse 1, 2, 3, 8 colonies, etc. Quand on met un seuil à 16 colonies, dans ces cas-là, on ne considère pas tous les ruchers inférieurs à 16 colonies, et puis on considère le rucher qui est après de plus de 16 colonies. Ces seuils, on les a pris parce que c'est des seuils qu'on retrouve sur le territoire. Les amateurs, amatrices ont plutôt ont entre 8 et 10 colonies sur le territoire. Les sédentaires professionnels ont plutôt autour de 16-20 colonies. Et puis les professionnels transhumants ont plus que 24 colonies sur le territoire, puisque c'est pour toucher la mesure agro-environnementale de la PAC qui leur met un plafond, un minimum de 24 colonies. Et nos résultats montrent une diminution du succès d'approvisionnement quand on s'approche des ruchers, une diminution du succès d'approvisionnement des abeilles sauvages, là que vous avez en ordonnée. Et donc on a une diminution quand on est à moins de 350 mètres d'un rucher de plus de 16 colonies, eh bien on voit une diminution de 30% du succès d'approvisionnement en nectar des abeilles sauvages, ce qui suggère l'existence d'une compétition interspécifique. Quand on a regardé ressource par ressource, on voit qu'en fait, il y a des variations. On a des fois des diminutions de plus importantes, de 62%, et des fois des diminutions moins importantes, comme 15% sur la ronce en 2020. Il y a aussi des années où on n'a pas été en mesure de repérer d'effets, comme la calune 2021 et la ronce 2021. On n'a pas vu d'effet de diminution significative de ce succès d'approvisionnement. Ce qui suggère qu'il peut y avoir des effets du climat ou de la disponibilité en ressources selon les années qui va impacter cette métrique et cette compétition. Au niveau des abeilles domestiques, là on a montré une compétition intraspécifique en voyant que ce succès d'approvisionnement en nectar, il diminuait également plus on s'approchait du rucher.
Alors là, on n'a pas été en mesure de détecter d'effet de seuil, sans doute parce qu'on n'a pas assez de points d'échantillonnage au-delà de 1 km 1, qui était la valeur qu'avaient trouvé Michael et Guy Rodet sur la Côte Bleue. Mais la question, derrière ce pattern, on peut se demander, est-ce que c'est lié à un comportement de butinage qui fait que l'abeille aurait plutôt tendance à maximiser la quantité de nectar qu'elle a quand elle est loin du rucher, ou alors est-ce que c'est une compétition? Et nos modèles montrent aussi un effet de la densité de colonies sur ce succès d'approvisionnement, qui est un modèle qui est moins bien pour modéliser nos données, mais qui s'avère être un meilleur modèle que le modèle nul. Donc, ce qui veut dire statistiquement qu'il y a sans doute une compétition, mais qu'il y a sans doute un effet mix entre le comportement de butinage et la compétition, ce qui fait que la distance est un bon paramètre. Et on le retrouve sur l'essentiel de nos ressources. On a 5 ressources sur 8 sur lesquelles on retrouve cet effet d'augmentation du succès d'approvisionnement avec la distance aux colonies au rucher de plus de 16 colonies. Donc globalement, je ne vous présente pas les effets de pollen parce qu'en fait, il y a des effets de la météo et je n'ai pas le temps de tout vous présenter aujourd'hui. Mais donc, on a des effets qui sont plus compliqués à caractériser pour le pollen puisqu'il y a, en plus d'un effet distance ou d'un effet densité, on a vu que la météo, au moment où on capturait nos abeilles, influençait pas mal aussi la quantité de nectar, la quantité de pollen qu'elles avaient. Et potentiellement, il peut y avoir des compétitions à certains moments de la journée et moins à d'autres en fonction de ces conditions. Pour le nectar, donc, ce qu'on a montré, c'est une réplicabilité des résultats sur la Côte Bleue avec, à nouveau, je ne vous ai pas montré tous les résultats, mais des seuils qu'on a pu mesurer entre 350 et 650 mètres, et puis des compétitions qui sont plutôt détectées à partir de 16 ou 24 colonies pour la compétition interspécifique. Et puis pour le nectar, pour la compétition intraspécifique entre abeilles domestiques, je vous ai présenté les résultats juste avant. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des variations suivant les ressources, suivant les années, suivant le climat. Et ça nous pose des questions sur quelle est l'efficacité et la réplicabilité de ces mesures dans le temps également. Il y a d'autres perspectives qu'on voudrait faire sur ces données qui seraient d'analyser des variations en fonction des traits des abeilles, mais aussi de regarder les impacts que ça peut avoir sur le butinage. Puisqu'en fait, là, on est dans l'étape 1 du mécanisme de compétition, mais on n'a pas regardé les effets sur le butinage ou sur l'abondance en abeilles. En tout cas, ce que nos résultats suggèrent, c'est l'existence d'une soustractabilité des ressources, donc qui serait perçue écologiquement. Et donc, écologiquement, nos résultats convergent vers l'idée que les ressources florales sont des biens communs. Mais il est aussi important de s'intéresser aux perceptions des acteurs sur le territoire, puisque Elinor Ostrom l'a montré, des biens communs, en fait, c'est à la fois des ressources communes, mais aussi une communauté d'acteurs et d'actrices qui perçoit ces ressources comme des ressources communes et qui met en place des règles collectives pour les gérer. Et elle s'est intéressée, elle, dans son travail, aux règles qui favorisent la mise en place d'actions collectives pour gérer les ressources en contexte d'incertitude. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire dans une partie d'enquête auprès des apiculteurs et des apicultrices. Donc j'ai rencontré 34 apiculteurs, apicultrices de différents profils, où je leur ai posé tout un tas de questions sur leur système apicole, leur choix d'emplacement et leur perception des ressources. Globalement, ce que je vous présente pas, donc je vous présente très rapidement ces résultats. C'est globalement une perception qui sont plutôt ambiguës, avec des apiculteurs et des grosses divergences entre apiculteurs et apicultrices. Des apiculteurs qui vont considérer que les ressources sont illimitées et qu'il n'y a pas du tout de compétition. Et puis d'autres qui vont considérer que si ce sont des ressources qui sont à partager et qui perçoivent à la fois la compétition intra et la compétition interspécifique. La compétition interspécifique, donc avec les abeilles sauvages, reste globalement peu perçue par les apiculteurs et apicultrices, pour lesquels c'est un grand changement de paradigme quand même, cette existence de compétition, puisque souvent le nectar et le pollen étaient vus comme des ressources abondantes pour lesquelles il n'y avait pas du tout de compétition. Mais les problématiques de réchauffement climatique, la destruction de certains habitats amènent les apiculteurs à changer leur perception actuellement. Notre étude montre aussi qu'il y a des freins à s'organiser collectivement qui sont un peu compliqués, qui restent persistants. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se poser dans une perspective de science post-normale, c'est-à-dire une science de la co-construction. Il
face aux importantes incertitudes des systèmes, on a des incertitudes sur les productions de ressources, etc., et des incertitudes même encore sur la compétition. Et face à l'enjeu social que revêt cette question, eh bien, on est obligé de se poser dans une posture de co-construction. C'est ce qu'on a fait dans cette dernière étape, où on a essayé de mettre en place un outil concret pour faire émerger des règles collectives. Ce jeu, on l'a nommé Agorapi, accompagner la gestion et l'organisation de l'usage des ressources apicoles. L'objectif du jeu, c'était de créer un espace de dialogue sécurisé pour permettre aux participantes de partager leurs connaissances, de favoriser leur compréhension des différents systèmes et de cette problématique, et stimuler l'émergence de nouvelles règles collectives. On a réalisé 3 sessions de jeu, 2 avec uniquement des apiculteurs, apicultrices, et puis une autre avec des agents du Parc national, des écologues, des agents de l'OFB, et puis des agents d'associations de développement apicole. Le jeu, très rapidement, on positionne les acteurs autour d'un plateau comme ça, et puis ils vont jouer des apiculteurs, apicultrices qui doivent faire du miel en posant des abeilles sur leurs emplacements. Ils ont 2 saisons en fait de production, une saison en début d'été avec du châtaignier et des fleurs de montagne qui vont fleurir, donc des tuiles qui vont entrer en production à ce moment-là, et puis une saison en fin d'été avec la callune qui fleurit à son tour. Donc dans un premier temps, ils vont opérer un choix individuel en positionnant leurs abeilles donc sous forme de jetons sur leurs emplacements disponibles. Et puis ensuite, une fois que tout le monde a fait ça individuellement, ils vont positionner leurs jetons sur le plateau, ce qui leur permet de savoir où sont positionnés les autres. Mais les jetons sont posés face cachée, donc ils ne savent pas quelle est la charge en abeilles des autres et de leurs voisins. Et à partir de ça, il y a une récolte de pots de miel issue de ces floraisons. Et derrière cette récolte, nous, on a modélisé la compétition intraspécifique avec un modèle qui prend en compte à la fois les ressources et la météo, mais qui est un modèle purement théorique et mécanistique pour le jeu. Et donc par exemple ici on voit que quand on augmente le nombre d'abeilles sur la tuile, en fait on va avoir une récolte par abeille qui va diminuer sur la callune, et avec un effet des orages qui peut augmenter ou diminuer cette production. Il y a également un effet de la compétition interspécifique, et nous on mesure en fait à partir du nombre d'abeilles qui sont présentes sur les tuiles des seuils de diminution de population, et quand en fait ces seuils sont passés, eh bien on va positionner des petits drapeaux comme ça, comme vous pouvez le voir ici, des petits drapeaux jaunes ou rouges qui permettent d'indiquer que sur la tuile, il y a une compétition. On réalise ça, on fait les 2 saisons consécutives, puis une saison d'hiver où les apiculteurs peuvent augmenter leur nombre d'emplacements. On fait ça 3 fois de suite, et puis ensuite on débrief. Et là, c'est le moment où on révèle le fait que derrière, il y avait une compétition. On commence à leur demander, est-ce que vous l'avez senti, cette compétition? La plupart du temps, pas forcément. Et puis, c'est là qu'on commence à discuter de est-ce que les ressources sont un bien commun. Il y a toujours cette divergence de perception entre les acteurs, mais on commence à se dire, et si on faisait comme si les ressources florales étaient des biens communs, quelles règles on pourrait organiser sur le territoire? Et on refait avec ces nouvelles règles 2 années de jeu, puis ensuite on discute de la faisabilité de ces règles. Au niveau de la présentation des résultats, je vais m'appuyer sur un cadre élaboré par Elinor Ostrom qui s'intéresse à la fois aux acteurs sur une situation d'action, aux variables qui vont impacter l'émergence d'actions collectives, et puis aux interactions qui résultent des acteurs qui discutent entre eux dans une arène d'action. Donc au niveau des conditions d'émergence d'actions collectives, ce que mes résultats montrent, c'est que le fait qu'il y ait une incertitude forte sur la production de ressources, ça rend difficile de s'organiser collectivement en amont. On ne sait jamais combien de miel on va pouvoir faire, donc combien de ressources il va y avoir, ça rend difficile de s'organiser. Mais par contre, le fait que ces ressources soient rares, ça va pouvoir favoriser le fait de percevoir qu'il y a une diminution ou une compétition entre ces ressources, ce qui, par contre, limite la coopération des apiculteurs et des apicultrices qui doivent, par nécessité, dès qu'il y a une ressource, qui retourne en fait à des pratiques très individuelles. Mais par contre, cette compétition, c'est surtout la compétition interspécifique, donc le fait d'avoir mis ces petits drapeaux sur le plateau de jeu, et la menace d'une sanction, et puis le fait de ne pas vouloir, de ne pas avoir du mal à penser que les pratiques peuvent avoir un impact, qui a poussé les joueurs à coopérer et à mettre en place des règles nouvelles, puisque les règles actuelles en apiculture ne prédisposent pas directement à la coopération pour ce qui est du partage du territoire.
Et en fait, comme règle nouvelle, surtout, c'est que les apiculteurs ont dit mais il faut qu'on retourne les jetons, il faut absolument qu'on sache où sont positionnés les autres sur le territoire. Peut-être qu'on peut aussi se prêter des emplacements pour mieux s'organiser. Mais tout ça, ça a posé des questions en termes de faisabilité. Est-ce qu'il est possible de se partager des données et si oui, quelle confiance on a en fait avec qui détient ces données, quelle transparence il va y avoir, etc. Quelle autonomie des différents des apiculteurs, des apicultrices et des différents acteurs qui ont participé au jeu dans la mise en place de cette organisation collective. Ça, c'est aussi un point qui est crucial et qui nécessite d'y travailler en fait, par la suite. Un grand point qui était complexe et qui est ressorti du jeu, c'est que le fait de s'organiser collectivement, ça pose une question de la réciprocité. Quand quelqu'un dit bah, « Ok, moi je ne vais pas aller sur ce territoire pour que tu fasses du miel et pour préserver les abeilles sauvages, bah, toi en fait ta récolte elle va peut-être augmenter, donc est-ce que tu me donnes une partie de ta récolte quoi ?» Donc, ce qui pose des questions, et des questions aussi de faisabilité technique, comment on fait pour prendre en compte des ajustements de dernière minute, des ruches, etc. et comment on gère les acteurs extérieurs. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que certes, on s'intéresse à des acteurs sur une situation de compétition et un partage de territoire, mais il y a tout un tas de conditions sociales, politiques, économiques qui sont aussi présentes. Le marché du miel, par exemple, le fait d'avoir des acteurs extérieurs au territoire, et puis la question de la production de ressources florales, ce qui est ressorti du jeu. Les apiculteurs, apicultrices disaient aussi, et l'ensemble des participants disaient, mais on ne peut pas simplement se partager un bout de gâteau qui diminue, il faut aussi qu'on invite des agriculteurs, agricultrices qui sont fournisseurs de ces ressources florales à discuter de ça. Et il en allait de questions de justice sociale et environnementale. Donc globalement, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est une réplicabilité des mesures sur la compétition, mais qui s'élève aussi des incertitudes. Et que face à ces incertitudes sociales et écologiques, il y a une volonté des acteurs et des actrices globalement à augmenter les connaissances et à préserver l'environnement. Mais un défi qui se pose, c'est comment agir en situation d'incertitude. Et là, l'idée les ressources florales apparaissent comme un bien commun, mais un bien commun en émergence. C'est-à-dire que les acteurs commencent à penser les ressources florales comme un bien commun. Et donc on est dans une phase actuellement où la perception commence à faire son chemin dans les acteurs et les actrices du territoire, ce qui a positionné les acteurs à dire mais peut-être qu'il faudrait qu'on teste ça en fait, qu'il faudrait qu'on teste ces règles, il faudrait qu'on teste ça au niveau local en créant une zone d'expérimentation où on a des mesures sur les pollinisateurs, etc. etc. Au niveau de l'accompagnement des acteurs et des actrices sur les territoires, la thèse a aussi fourni un outil d'accompagnement qui a paru efficace pour initier une réflexion sur l'organisation collective sur les territoires. Et donc ça, c'est le jeu Agorapi qu'on va continuer à développer sur d'autres territoires par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et puis je remercie l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné sur cette thèse. Merci beaucoup, c'était très très clair. Il y a une première question de Claude Sagerman. Merci beaucoup, c'était très beau et c'est vraiment bien, donc félicitations. J'avais deux questions. D'abord, j'aimerais bien pouvoir jouer avec votre jeu. Ça veut déjà dire que c'est un compliment. Deuxièmement, j'avais une question. Pourquoi vous n'avez pas pris, par exemple, la production complète de miel comme un indicateur? Ça aurait peut-être été un moyen d'optimaliser la discussion entre les gens, parce que l'optimum, c'est d'avoir une bonne production, versus les ressources florales qui ont des moyens, qui sont limitées. Elles ne sont pas... on ne peut pas avoir 10 millions de ressources florales comme ça. Ça va dépendre aussi du climat, comme vous l'avez dit, etc., etc. Et donc, d'avoir un bon compromis entre cette ressource qui a des capacités limitées et d'autre part, une production maximale et l'aspect communautaire, quoi. Parce que je transpose ça dans d'autres pays, notamment les pays en développement, ce serait intéressant. L'aspect communautaire est beaucoup plus présent qu'ici. Hein. Chez nous, ce n'est pas prégnant du tout. Mais ça pourrait être aussi un moyen de résilience. Si tout le monde trouve qu'il a plus d'intérêt à aller dans cette voie-là, peut-être que ce serait un incitant. Voilà, c'est déjà des... J'aimerais aimer votre feedback là-dessus. Alors, si j'ai bien compris votre question, là vous parlez de l'indicateur pour le jeu ou pour la partie d'écologie où vous vous positionnez En fait, il y a les deux. Pour le jeu, ça aurait été à mon avis un indicateur intéressant. C'est que globalement, est-ce qu'on est capable ensemble d'avoir une production maximalisée, optimalisée par
un esprit d'entraide, de collaboration, etc. En fait, c'est plus intéressant via les synergies d'avoir ça plutôt que des raisonnements individuels. À mon avis, c'est intéressant comme paramètre pour un peu de performance du jeu, en fait. Et d'autre part, au niveau maintenant scientifique, je me demandais si, avec une telle étude, peut-être que vous l'avez fait et que je n'ai pas capté, c'est peut-être ma fatigue, mais quelque part, ça aurait été pas mal de... Si vous avez du pollen, vous savez quelles plantes ont été visitées. Donc là, ce serait la cerise sur le gâteau, c'est de valider votre modèle par le fait que si vous avez du pollen, vous savez chaque ruche quelles sont les plantes qui ont été visitées. Ça aurait été vraiment bien, quoi. Après, il y a une différence entre la visite de nectar et de pollen, donc ça peut rendre compliqué ça. Alors sur cet indicateur, moi je trouve que on n'était pas parti dans l'idée d'une optimisation en fait. Et autant les acteurs, actrices sur le territoire pouvaient s'organiser et pouvaient se partager en fait les informations pour essayer. L'objectif c'était pas de leur fournir un indicateur en leur disant est-ce que vous avez pris le maximum de ressources que vous avez pu sur le territoire. Mais plutôt d'essayer de voir si déjà ils se partageaient cette information, parce qu'en fait on leur donne un indicateur on a essayé de le faire le plus proche de la réalité, c'est-à-dire de leur donner un indicateur qu'ils ont eux, c'est leur récolte de miel. Et on voit déjà qu'il y a une première difficulté rien qu'à se partager cet indicateur, ce qui limite la perception de compétition. Je vous en ai pas parlé, mais dans les enquêtes, en fait, il y avait des apiculteurs qui me disent cette compétition, on la sent pas ou on veut pas la sentir, mais aussi parce que ils ne partagent pas suffisamment d'informations concernant leurs voisins, ce qui ne permet pas de directement percevoir en fait cette compétition en se disant il y a la météo qui a changé, mais peut-être qu'il y a un voisin qui est arrivé, etc., etc. Et donc l'idée de cette récolte de production de miel, c'était de fournir un indicateur que les acteurs ont ensuite. Après, ça peut être intéressant, mais dans cette approche-là d'accompagnement, on est plus dans une remontée de ce que suggèrent les participantes. Et si les participants proposent l'idée de nous, on aimerait en fait avoir un indicateur global, dans ces cas-là, peut-être qu'on pourra le développer et le produire en fait avec les données qu'on a. Donc c'est une évolution du jeu possible. Mais... J'en mettrai un deuxième, c'est le nombre de, entre guillemets, conflits qu'il a pu avoir durant la partie, parce qu'en fait, il faut essayer de les minimiser tout en maximalisant le profit. Et donc ça, c'est à mon avis des éléments vraiment intéressants pour émuler les gens à travailler ensemble, en fait. C'était ça l'idée. Ouais, complètement. Voilà. Parce qu'en fait, ce qui n'a pas été, pour émuler les gens, ça n'a pas été nécessaire, en tout cas, sur les sessions de jeu, où en fait, effectivement, c'est surtout le fait d'avoir positionné ces petits drapeaux qui sont impossibles à positionner scientifiquement. On ne sera jamais capable de dire, là, sur tel rayon, il y a une compétition. Mais le fait d'avoir positionné ça a amené les acteurs à se sentir interdépendants, en fait. Et on a choisi plutôt cet indicateur et de compétition interspécifique pour lancer cette émulation. Marie-Pierre, ce sera la dernière question, je pense. Oui, Marie-Pierre Chauza de l'ANSES. Je voulais savoir, pour aboutir à des propositions en local, combien de parties de jeu, combien de personnes il faut mobiliser autour de ce jeu pour avoir un résultat alors je ne parle même pas opérationnel, mais pour avoir une discussion entre les acteurs d'un territoire. Très bonne question. C'est quelque chose qu'on aimerait faire en fait dans la suite de nos travaux, en fait, en développant ces projets sur d'autres territoires, d'aller jusqu'à mesurer l'impact de ce jeu. Pour l'instant, on n'a fait que 3 sessions. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que rien que quelques sessions avec des apiculteurs, apicultrices qui ne se connaissaient pas forcément, mais il y a 5-6 participants à chaque session de jeu. Ça amène les discussions dans leur groupe. Et au niveau des Cévennes, il manque l'étincelle encore, peut-être les moyens aussi financiers derrière. Mais il y a vraiment plusieurs personnes qui ont participé au jeu qui sont dans l'idée de se dire ok, il faudrait vraiment qu'on teste localement sur une petite zone, sur une vallée, en commençant petit, en voyant le temps long, en se disant ça va prendre du temps d'agréger des gens pour se partager les données, puisqu'il va falloir naître la confiance, il y a tout un tas de questions.
Et je ne me suis pas tant intéressé à savoir combien de sessions il fallait avoir pour que opérationnellement ça marche, mais plutôt à tous les freins et les leviers qui vont se poser quand on va s'organiser collectivement. Et donc aux solutions qui peuvent être trouvées ensuite en regardant spécifiquement ces freins et ces leviers à l'organisation collective. Mais en 2-3 sessions, ça donne déjà un bon espoir. Maintenant, la fin d'une thèse, c'est souvent la fin du terrain. Et donc, on part du territoire. Et c'est là qu'on se dit, il faudrait mettre maintenant... c'est pour ça que je disais que c'est un outil d'initiation, de réflexion. Et maintenant, il faut mettre l'allumette pour essayer de faire monter, de lancer cette expérimentation et cette organisation. Donc il faut qu'il y ait des structures aussi à déterminer, en qui les acteurs, actrices ont confiance sur les territoires pour se saisir aussi de cette animation territoriale et de ce partage du territoire. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va encore remercier l'ensemble des intervenants pour cette session.